Bien, bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Donc on va parler en fait de beaucoup de choses. On va parler de tous les problèmes d'intolérance, aussi de parasites. Et donc on va parler de notre tube digestif. Vous savez que notre tube digestif, on a commencé par là. Tous les êtres qui ont commencé, les êtres multicellulaires, ont commencé à avoir un tube digestif. Ce tube digestif est devenu intelligent. C'est-à-dire qu'autour du tube digestif, intestin même primitif, il y a eu des neurones qui se sont installés. Ces neurones avaient pour objet d'assurer la motilité, parce que le bol alimentaire, avant qu'il devienne un bol fécal, il faut le pousser. Donc il y a la motilité et aussi la sensibilité qui permet de savoir où on en est et d'avoir des indicateurs, d'abord de la sensibilité du tube et puis d'avoir des sensations. Et donc en fait, notre cerveau s'est développé d'abord autour du tube digestif. Et on pense, ça ce sont les paléontologues qui disent ça, qu'au fur et à mesure, comme on a pu cuire les aliments, comme on a évolué, à ce moment-là, on a pu avoir un cerveau, un vrai cerveau, enfin, je dirais l'autre est un vrai aussi, mais un cerveau encéphalique qui a pu se développer parce qu'on avait 10 fois un rendement qui a été multiplié par 10 entre la conscience qu'il nous fallait pour digérer et la capacité à réfléchir. Donc en fait, vous voyez bien que notre cerveau primitif, en fait, il est là, il n'est pas là. Celui-ci est venu après et on a effectivement eu des constructions intellectuelles jusqu'à l'arrivée de notre conscience, puisque ça, c'est un vrai mystère. Il y a le livre d'Edelman que vous connaissez sur la conscience. On ne sait pas comment, à un moment, l'homme a eu conscience de son corps et de sa vraie vie. On ne le sait pas. Donc c'est apparu, c'est pas lié à la taille du cerveau, puisque les éléphants ont un cerveau bien plus gros que le nôtre. C'est lié à des tas de facteurs. Si vous êtes croyant, c'est Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, c'est la chance, le hasard ou une combinatoire. Voilà. Mais c'est important de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Une petite histoire aussi pour attendre aussi, c'est que, vous savez, nous avons des acides aminés dans notre corps qui constituent des protéines qui sont au fond le ciment, le béton, les briques de notre corps. Figurez-vous que ces acides aminés, les essentiels, les 8 acides aminés essentiels sont des dérivés, sont des acides aminés soufrés. Alors on peut se demander, mais pourquoi ils sont soufrés? Parce qu'on vit dans l'oxygène, le soufre pour nous c'est un poison. Pourquoi est-ce qu'ils sont soufrés? Tout simplement parce que quand nous étions bien avant, au tout début de notre évolution, des petites bactéries sur une terre qui n'avait pas encore d'oxygène, on vivait près des sources chaudes volcaniques et il y avait dans cette mer primitive du soufre. Et donc le carburant, c'était le soufre, ce n'était pas l'oxygène. Et il est intéressant de voir que nous avons gardé au cours de notre évolution des choses qui sont très très archaïques et qui sont absolument indispensables à notre vie. C'est pour ça, par rapport à toutes ces nouvelles médecines, ces nouvelles sciences, les sciences naturelles, j'ai assisté à la fin de la précédente présentation, c'est passionnant parce qu'au fond, on vient de tout ça. On a empilé des choses qui sont extrêmement primitives et qui ont un impact sur notre santé, sur notre vie essentiel. Donc ça ne fait rien, je peux en parler pendant 20 minutes si vous voulez. Et donc c'est un impact qui est essentiel sur nous et je connais un de mes confrères qui exerce juste en face, qui s'appelle Agrapar, qui est le fondateur de la chromatothérapie, et lui dit, mais au début était la lumière, le photon. Donc il soigne avec la lumière. Tout simplement. Alors au début, en tant que médecin scientifique, carré, qui a tout bien fait, on se dit, mais tout ça c'est des trucs, mais pas vraiment, parce qu'effectivement, au début, était la lumière. Et donc nos cellules sont sensibles aux photons. Ça paraît évident quand je le dis. Et puis après, alors quel est l'impact? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Est-ce que la lumière va modifier l'expression des gènes? Est-ce que le soufre va permettre une forme d'épigénétique? Je n'en sais rien. Je pense que le siècle qui va venir va être extrêmement intéressant. Et je voudrais le boucler avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui sur le rôle de la flore bactérienne intestinale, comment on vit avec et comment on peut faire en sorte d'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Donc, intolérance alimentaire, blé, gluten et parasites. Je dois vous dire qu'il y a quelques années, j'étais comme tous les médecins normaux. C'est-à-dire quand les gens venaient avec l'histoire du gluten, du machin, du truc, je disais écoutez, arrêtez de m'emmerder avec ça. J'avais une attitude extrêmement... Et puis un jour, je me suis dit quand même, j'ai fait les mêmes constats que Claire. C'est-à-dire que les patients, ils allaient mieux quand même.
ils allaient mieux quand ils arrêtaient tout ça. Je me dis, il y a quand même quelque chose. Ils ne sont pas tous fous. Hein. C'est peut-être moi qui ai un problème. Donc, j'ai fouillé. Et j'ai trouvé. Et je vais partager cette trouvaille avec vous. Et c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Alors d'abord, je voudrais vous faire peut-être vous poser... Voilà le plan. On va parler du rappel de l'anatomie de l'intestin. Rassurez-vous, on va aller très vite. Le microbiote, c'est très à la mode aujourd'hui. Et c'est bien que ce soit à la mode. Hein. Les langages, parce qu'ils se parlent. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a un nouveau livre qui est sorti de Mme Cossard de l'Institut Pasteur de Lille, je crois, qui parle justement de ce qu'on appelle le quorum sensing, c'est-à-dire des langues que parlent les bactéries entre elles. On parlera de ça, c'est tout nouveau. Le cas particulier du gluten, parce que lui c'est la star absolue. Les faux amis et les vrais parasites, les levures, il faut en parler aussi. L'inflammation de bas grade, les cofacteurs, et qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer sa flore. Alors, d'abord, une première énigme. Je vais vous passer ça et puis après, vous demandez à quoi ça vous fera penser. Voilà, ça c'était la première. La deuxième. Je vous rassure, vous êtes bien dans une conférence sur les intolérances alimentaires. Cette énigme-là, je pense que vous allez comprendre. Vous avez tous vu cette scène? Vous connaissez cette scène? C'est un criquet, en fait, qui est une larve de mouche. Une mouche a pondu sur sa coque. La larve se développe et pousse le criquet à se suicider. Parce que la larve vit dans l'eau, et donc elle le pousse à aller dans l'eau pour continuer sa vie normale. Voilà. Donc ça, vous allez voir où je veux en venir. Voilà, les criquets ne sont pas ce qu'on pense. Voilà. Donc on en parlera tout à l'heure. Alors, le tube digestif. Vous le voyez, il est flou, mais il est beau. Donc vous avez votre estomac, derrière vous avez le pancréas, vous avez le foie, très important le foie, organe totalement silencieux, mais extrêmement important, et puis le tube digestif avec le grêle et le côlon, qui va jusqu'au rectum. Alors le grêle, c'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant parce qu'en fait, il fait 5 à 7 mètres. C'est un organe barrière puisqu'il y a une flore bactérienne très importante à l'intérieur et que cette flore, vous êtes bien assis, vous allez bien, vous n'avez pas de ballonnement, pas de machin, c'est que vous vivez avec depuis votre enfance. Vous avez à l'intérieur du grêle, pour multiplier les surfaces de contact avec les aliments, vous avez ce qu'on appelle des villosités qui permettent justement d'absorber les aliments, d'absorber les nutriments et d'en tirer l'énergie. La surface développée, c'est 250 mètres carrés quand même. Hein. Donc on a une belle surface d'absorption. C'est un organe très musclé et très innervé. Voilà une coupe. Hein. Vous voyez bien la lumière du grêle. La lumière en médecine, ça veut dire le passage, le trou, le tuyau. Et là, vous avez les villosités. Et à l'intérieur des villosités, vous avez des cryptes. Et voilà. Et les aliments sont attrapés là-dedans. Et sur ces villosités, vous allez avoir un certain nombre de germes. 50% de nos neurones se situent au niveau du système nerveux entérique. Hein. Donc il y a un système nerveux qui va être un système nerveux moteur et un système nerveux sensitif. Voilà. Donc on a vraiment des neurones qui sont exactement les mêmes que nos neurones cérébraux. C'est les mêmes exactement. Voilà. Alors la flore qui occupe votre tube digestif, elle est extrêmement importante. Elle fait, là on n'a que la flore digestive sans la flore buccale qui est extrêmement importante parce que tout commence par la bouche. Donc la bouche
Et l'hygiène de la bouche et la qualité des dents, c'est un organe, c'est vraiment un point clé de votre santé parce que ça rentre tout rentre par là, hein, ça ne rentre pas de l'autre côté, hein, donc ça peut rentrer que dans un sens. Et nous avons en tout 10 puissance 15 bactéries dans notre corps. Combien avons-nous de cellules dans notre corps en puissance de 10? Combien? 13. On en a 14. Donc on a 10 fois plus de germes dans notre organisme que notre organisme nous-mêmes. Donc si vous voulez faire un peu de métaphysique, qui est l'alien de l'autre? D'ailleurs, il y a un très grand bactériologue japonais qui est le père de l'Escherichia coli, c'est la référence absolue, il dit que Escherichia coli a inventé l'homme pour qu'elle soit immortelle, parce qu'on étudie tellement l'Escherichia coli qu'elle est sûre de rester vivante dans les boîtes de pétri, et donc elle a assuré son immortalité grâce à l'homme. Donc nous sommes un élément de transfert, en fait, hein, de transition. Voilà. Donc vous en avez de formes différentes, d'espèces différentes. En gros, tous les jours, là, ma slide n'a qu'un an, 500, on en a 1500 déjà référencés, de bactéries différentes. Ce qui est fabuleux, c'est qu'elles vivent tranquillement ensemble. Nous, les hommes, on a du mal, dès qu'il y a 10 ethnies, il y a 20 guerres. Elles vont très très bien. Alors, imaginez-vous un tuyau qui fait 7 mètres, et tous les centimètres, vous avez une espèce de bactérie. Voilà. Donc vous comprenez bien que si par votre comportement alimentaire, vous allez favoriser un type de bactérie par rapport à l'autre, vous allez créer quelques conflits. Hein, et c'est ça qu'on va voir ensemble. Voilà. Donc vous en avez, au niveau de l'estomac, vous en avez peu, et puis il y a des parasites, hein, parce qu'il y a deux types de germes, il y a des parasites et puis les commensaux. Les parasites, vous en connaissez un, c'est Helicobacter pylori. Hein, vous connaissez Helicobacter pylori. Moi, quand j'ai commencé mes études, on traitait l'ulcère par des pansements gastriques, hein, et on disait que c'était merveilleux et que machin. En fait, c'était infectieux. Voilà. Donc je pense que les pistes de la bactériologie sont des pistes extrêmement intéressantes. Vous avez le duodénum, le jéjunum, l'iléum et le côlon. Alors, pourquoi j'ai dit que le grêle était plus intéressant? Parce que le grêle, c'est là où vous avez les germes très actifs avec un grand nombre d'espèces, alors que dans le côlon, vous avez surtout des espèces de fermentation. Hein, parce que le côlon, c'est un organe de fermentation. Il est là pour tirer les derniers... N'oubliez pas, nous sommes les survivants d'une population qui crevait de faim. Donc, chaque calorie avalée doit être stockée ou consommée. Donc, notre tube digestif, il est extrêmement compliqué. C'est une usine à fabriquer de l'énergie, à absorber des aliments, hein, et à faire du glucose. Voilà. Donc, il faut voir que tout ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule pendant qu'on avait des problèmes avec l'ordinateur, c'est que ça prenait, si aujourd'hui on n'avait pas la possibilité de faire chauffer les aliments, de les cuire et d'avoir cette richesse alimentaire, eh bien il y aurait tellement, les neurones autour du tube digestif auraient tellement besoin d'être activés qu'on ne pourrait pas réfléchir. Voilà. Ensuite. Alors, bien entendu, cette flore, elle évolue avec l'âge. Quand vous êtes bébé, adolescent, adulte et âgé, cette flore va évoluer. D'ailleurs, il y a, à mon avis, une nouvelle thérapeutique qui apparaîtra, et je pense qu'il serait bon qu'il y ait des banques de fesses, parce qu'il serait bien de donner ces fesses à 20 ans, de les congeler, et de se les faire réinjecter à 50. Parce qu'on perd des... ce serait une banque de merde, excusez-moi du terme. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, c'est un problème réglementaire extraordinaire. C'est qu'est-ce que c'est un tissu humain ou pas? Est-ce que c'est un tissu biologique ou pas? Si c'est un tissu biologique, nous, dans les cabinets médicaux, on a besoin de traiter les tissus biologiques. On ne peut pas les mettre à la poubelle. Donc, cette banque, elle aurait un statut de quoi? De banque de tissus biologiques ou une banque de... Voilà. Donc, ça, c'est des problèmes éthiques derrière qui viennent, mais je pense qu'effectivement, la transplantation fécale, ce sera un des atouts majeurs de la thérapeutique anti-âge, par exemple. Parce qu'avec l'âge, avec l'âge et puis avec l'évolution de votre poids, vous allez perdre un certain nombre de bactéries dont on sait que ces bactéries vous empêchent de vieillir. Hein, si on a 5 minutes après, je vous expliquerai comment ça marche. Alors, la flore bactérienne intestinale, 10 puissance 15, répartie en 1000 types, donc 1500 maintenant. Alors, il y a un point très important, c'est que 80% de cette flore, elle est anaérobie.
c'est-à-dire qu'elle ne vit pas avec de l'air. Donc, c'est un des problèmes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut étudier la flore bactérienne? Pour une simple raison, c'est qu'on est capable d'analyser les traces génétiques des germes dans les fécès. Vous prenez un bol fécal d'un patient, vous l'exposez 1 minute à l'air libre, vous ne pouvez plus rien en conclure, puisque les anaérobies, c'est 80% et 20% les aérobies. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup les méthodes de biologie moléculaire comme la PCR pour pouvoir avoir les signatures génétiques de chaque germe. Et maintenant, ça se fait pas en routine encore, parce que c'est quand même coûteux, mais le prix diminue tous les jours, et ça permet d'avoir aujourd'hui à l'INRA, dans l'équipe de Duško Erliš, que vous connaissez probablement, ils ont repéré, je crois, 15 types différents de types de flore chez les hommes. Voilà. Donc on a aussi un nombre inconnu de virus et de bactériophages. Alors qu'est-ce que c'est que les bactériophages? En fait, ce sont des virus qui s'attaquent aux bactéries, qui font des échanges d'ADN et qui se développent dans les bactéries. Voilà. Donc les bactériophages, c'est une des pistes aussi de traitement qui peut être intéressante en dehors des antibiotiques. Parce que ça ne détruit pas la bactérie, ça détruit une bactérie particulière. La plus belle banque de bactériophages, elle est à Tbilissi en Géorgie, parce que dans l'ex-URSS, l'armée rouge avait développé, pour des raisons qui n'étaient pas des raisons amicales, une banque de bactériophages qui permettait, dans des cas de conflit, d'infecter ou de ne pas infecter. Voilà. Donc si vous voulez aller à Tbilissi, c'est très intéressant. La flore se gagne à la naissance. On sait aujourd'hui que les enfants qui naissent par césarienne sortent avec la flore bactérienne du personnel soignant. Donc, et ça a été publié, ça fait 3-4 ans, on connaît bien. Donc la recommandation que je donne aux femmes enceintes qui ont eu une césarienne, c'est quand elles rentrent chez elles, c'est de ne pas être des ayatollahs de l'hygiène et de la stérilisation. Il faut qu'elle ait du contact avec son bébé. Alors si elle allaite, ça va beaucoup mieux. Si elle n'allaite pas, il faut que, à ce moment-là, il faut qu'elle ne soit pas trop propre. Enfin, entre guillemets. Voilà. Mais il faut qu'il y ait du contact pour qu'il gagne la flore de la famille. Parce que la flore, dans une famille, est assez stable, il faut le savoir. Donc, c'est très drôle parce que quand vous voyez l'évolution humaine, il est probable que votre flore, c'est la flore de votre ancêtre il y a 5000 ans. C'est la même à quelques variations près. C'est très difficile de faire changer une flore. C'est votre carte d'identité. Donc si par exemple, vous avez par contre des comportements alimentaires qui vont être très dégénératifs pour votre flore, vous allez l'appauvrir. Et on sait aujourd'hui que par exemple, les maladies de Crohn, les maladies rectocolites hémorragiques, ce sont des gens qui n'ont pas les 1000 espèces, qui en ont 600, 800. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les thérapeutiques, comme au CHU de Marseille, ils ont 99% de réussite après transplantation fécale d'un frère ou d'un parent. Voilà. Transplantation fécale, maintenant, elle ne se fait plus par voie basse, elle se fait par voie haute. C'est-à-dire qu'on prend l'échantillon de fécès, on le broie, on le dilue, on le met dans des gélules et on le met par fibroscopie au niveau du duodénum, parce que ce n'est pas très sympa. Voilà. Mais enfin, c'est plus sympa que le Crohn. Voilà. Donc, dans certaines ethnies, il y a une ethnie, je crois que c'est au Gabon, où quand un enfant naît, il y a 10 femmes du village qui se réunissent et qui lui crachent dans la bouche. Voilà. C'est traditionnel. Eh bien, c'est pas si bête. Voilà. Et la flore est quasiment complète à l'âge de 2-3 ans. Elle est faite et elle sera la carte d'identité de l'individu. Alors, c'est un organe endocrine. Il y a 3 millions. Nous avons combien de gènes dans notre ADN ? 24 000. Il y en a 3 millions dans votre tube digestif. C'est-à-dire que dans votre tube digestif, vous avez une usine chimique qui dépasse toute la production chimique, parachimique et pharmaceutique du monde entier. Vous pouvez fabriquer ce que vous voulez. D'accord ? Donc, c'est une des pistes qui sera probablement une grande piste, mais pas tout de suite dans les 50-70 ans, c'est de faire fabriquer ces médicaments soi-même, par son tube digestif. Le seul problème, et je pense que la personne qui trouvera ce point-là aura un prix Nobel, c'est que vous comprenez bien, que vous avez vu la photo tout à l'heure, les germes ils sont à l'intérieur du tube digestif. Normalement, c'est une barrière absolue. Ils ne peuvent pas passer, parce que s'ils passent, vous êtes infecté, vous êtes en septicémie. Voilà. Il faut donc trouver des transporteurs qui vont transporter la molécule fabriquée à l'intérieur, qui vont passer de la lumière intestinale au sang. Ça, ce sera un prix Nobel. Mais si on trouve ça,
avec quelques bonnes fibres adaptées, on pourra demander à des germes de vous fabriquer ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est une piste extraordinaire, vraiment fantastique. Bon, c'est difficile à étudier encore aujourd'hui. D'abord, vous avez eu beaucoup de barrières. Les transplantations fécales dans les maladies de Crohn et RCH, il y a eu des barrières, je dirais presque hygiénistes. Dire à quelqu'un on va vous implanter le bol fécal de quelqu'un d'autre, c'est compliqué, surtout dans notre Occident très hygiénique, c'est très difficile. En tout cas, ça marche 99%, la dernière publication à Marseille. C'est pas 50, c'est 99%. Alors, une très belle découverte dont je parlais en préambule, c'est le quorum sensing, c'est-à-dire que les bactéries se parlent entre elles. Alors au début, on pensait que les bactéries, elles faisaient ce qu'on appelle du chimiotactisme. C'est-à-dire vous êtes une bactérie, vous êtes assis là, puis il y a l'autre à côté qui commence à prendre de la place, vous la poussez un petit peu, et quand vous la poussez, elle vous repousse. C'est du chimiotactisme, on se pousse comme ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment, on pensait aussi qu'il était bien de bien dormir, parce que quand vous dormez, votre tube digestif est au repos, il n'a plus de motilité, et à ce moment-là, les bactéries ne sont plus tout le temps en train d'être dans une forme de chimiotactisme. Voilà. Et elle largue des molécules dans l'environnement. Ça, c'est très intéressant, parce que vos bactéries parlent avec votre cerveau. Voilà, elles vous parlent. Elles parlent à votre cerveau, vous ne vous en rendez pas compte, parce que ça passe par le nerf vague. Le nerf vague monte dans le noyau du tractus solitaire. Celui-ci peut activer des facteurs dans le tronc cérébral que vous ne connaissez pas. Votre tronc cérébral, il marche à l'insu de votre plein gré, donc il fait ce qu'il veut. Et elles sont capables de mesurer aussi la présence de molécules grâce à des senseurs. C'est-à-dire qu'elles parlent et elles savent si les autres leur parlent. Il y en a qui parlent plusieurs langues. Il y en a qui parlent qu'une langue, 2 langues. Donc ça, c'est vraiment des vraies découvertes. Le livre vient d'être publié chez, je ne sais plus si c'est chez Odile Jacob ou c'est Cossard de l'Institut Pasteur qui parle du quorum sensing. C'est une vraie découverte. Et je vous invite à le lire parce que, en fait, il se passe vraiment quelque chose dans votre flore et elle n'est pas inactive. Alors, ce langage, elle leur permet de coordonner leur comportement. Elles agissent comme un être multicellulaire. Quand une bactérie est seule, elle fait le dos rond. Elle n'insiste pas. Quand elles sont plusieurs, à ce moment-là, elles peuvent commencer à s'organiser. Si elles sont beaucoup, elles peuvent devenir agressives. Et si elles sont beaucoup, vous verriez une petite slide tout à l'heure, à ce moment-là, elles se protègent. Elles font ce qu'on appelle un biofilm, qui est le drame et le cauchemar des antibiotiques. Quand des bactéries font un biofilm, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est comme dans la guerre des étoiles où on met le dôme protecteur. Voilà, elles se mettent le dôme protecteur et walou, vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Donc, elles peuvent aussi pousser d'autres espèces au suicide par des stress répétés. Quand elles voient une colonie proche qui est pas en forme, elles vont envoyer des molécules de stress et les autres peuvent se suicider. Donc ça rigole pas là, on est en train de se parler, il y a des drames qui se passent dans votre tube digestif. Là vous me regardez, vous dites machin, mais il y a des vrais drames. Je pense que vous êtes vraiment détaché de votre flore. Elles peuvent même faire une chose incroyable, c'est échanger du matériel génétique. Elles créent des nanotubes entre 2 espèces différentes. Si elles trouvent qu'il y en a une qui se débrouille mieux que l'autre, elle lui dit écoute, j'aimerais bien être comme toi, je te passe mon matériel. Donc elles font un nanotube, elles se passent des trucs. Donc ça veut dire que ces petites bestioles unicellulaires dont on pensait que après tout, elles sont beaucoup plus malignes qu'elles en ont l'air. Et ce n'est pas par hasard, sinon on est aujourd'hui capable d'avoir une conférence aujourd'hui, c'est qu'elles sont constitutives de nous. Elles ne sont pas dans nous, on est un symbiome. L'homme sans flore bactérienne meurt à 15 ans. Voilà, il dégage. Les souris axéniques, on utilise en recherche des souris axéniques, c'est-à-dire des souris qui n'ont pas de flore. D'accord ? Et ces souris, elles sont extrêmement fragiles. Parce que 80% de vos cellules immunitaires sont fabriquées dans votre tube digestif. Le tube digestif, il y a deux types de filières, le galt et le malt. Chez l'enfant, c'est un peu, on ne va pas rentrer en détail, mais l'enfant va faire son immunité grâce à son tube digestif. D'où la nécessité d'avoir une alimentation diversifiée et pas monotype. Parce que quand elle est trop monotype, il va spécifier, il va favoriser certains germes par rapport à d'autres, et ensuite il n'aura pas la même immunité qu'un enfant qui a eu une alimentation diversifiée. Donc voilà. Parce que les enfants, ils mangent que des frites et des patates. Voilà. Alors, il y a plusieurs voies de communication, je dis qu'elles parlent. Donc, il y a des voies sanguines, directes, il y a des voies immunitaires, des voies endocriniennes, des voies nerveuses, avec ce grand nerf extraordinaire qui est
qu'on appelait le pneumogastrique, qui est le nerf vague, qui lui renvoie toutes les informations vers le haut. Petite histoire. Vous connaissez cette intervention en chirurgie bariatrique, qui est le bypass. On enlève 1,20 m de tube de grêle, on enlève 2/3 de l'estomac, on met le bout de grêle à l'estomac. Bon, c'est assez barbare. Maintenant, il y a la sleeve, c'est beaucoup mieux, ça se fait en cystoscopie, et puis c'est moins problématique. Mais on s'est aperçu que ces gens-là, le lendemain matin, ils n'avaient pas perdu 10 grammes, ils n'avaient plus de diabète. On s'est dit, c'est pas normal. Parce que s'ils sont diabétiques et que c'est lié au poids, on ne comprend pas pourquoi. Le lendemain matin, on leur a fait une chirurgie, plus de diabète. Tout simplement parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié les informations qui montent par le nerf vague et aussi les sécrétions des entérocytes. Donc vous voyez que tout ça n'est pas très très simple. C'est extrêmement compliqué parce que ces 4 voies, les 4 voies-là, il y a une combinatoire de ces 4 voies. Et par exemple, vous pouvez avoir par la voie sanguine, imaginez des cellules entérocytes qui sont poreuses. On verra tout à l'heure comment ça marche. À ce moment-là, vous avez des processus inflammatoires en dessous. Le processus inflammatoire remonte par voie sanguine dans le cerveau qui devient inflammé. Et à ce moment-là, c'est le début des ennuis. Parce que cette inflammation, 1 an, ça va, 2 ans, ça va. Puis au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis à 10 ans, on tire le gros lot. Ça peut être un cancer, un diabète, un Parkinson, n'importe quoi. Puisque moi, je fais partie des gens qui pensent que ces grandes maladies ne sont que des conséquences. C'est-à-dire qu'on tire un numéro. En général, ils ne sont pas très bons, mais il y en a des moins bons que d'autres. Voilà. Donc on viendra là-dessus à la fin. Donc, pour conclure sur le microbiote, l'homme est un être social et symbiotique. L'étude de sa flore intestinale apportera plus de connaissances dans les 50 ans qui vont venir qu'en 20 siècles. Vous verrez, ça va être extraordinaire. Pour les jeunes étudiants, là, je suis jaloux parce qu'ils vont se marrer. Voilà. Et donc, le microbiote, il parle aussi avec les autres organes et particulièrement avec le cerveau. Et il amplifie. Vous vous souvenez de la deuxième énigme avec l'amplificateur? En fait, la flore, elle est avec vous. Elle vit de vous. Si vous mourrez, elle meurt. Donc, elle n'a pas intérêt à ce que vous mouriez. Si maintenant vous avez une consommation qui est une consommation, vous mangez beaucoup de sucre ou beaucoup de graisse, ou vous avez une consommation qui n'est pas classique, entre guillemets, on verra ce que c'est qu'une consommation classique, à ce moment-là, vous allez sélectionner des germes qui vont vous aider à attraper des sucres et à attraper les grands obèses sont des gens qui ont une flore qui les aide à devenir de plus en plus gros. Parce que la flore, elle vous suit. Le chef, il a dit « je veux du sucre », et on va l'aider à manger du sucre. Voilà. Donc, vous avez un phénomène d'amplification de vos comportements via la flore bactérienne. C'était ce que je voulais vous montrer dans cette énigme. C'est-à-dire que votre flore, elle est avec vous, mais elle va amplifier vos déviances. Vos déviances, il n'y a pas de valeur morale dans ce que je dis, mais dans vos déviances alimentaires, vous allez conditionner votre flore et elle va augmenter. Alors, un exemple frappant de la puissance c'est pas du FBI, c'est de la flore bactérienne intestinale. Moi, je l'appelle le FBI, c'est bien. 95% de la sérotonine est destinée au cerveau et produite par le système nerveux entérique sous l'influence directe du microbiote, et cette sécrétion dépend de votre alimentation. Vous voyez où je veux en venir? Le Prozac est un médicament qui empêche la recapture de combien de pourcentage de la sérotonine? 5. Vous savez comment ça marche le Prozac? La sérotonine est dégradée, il empêche la dégradation enzymologique, et donc la sérotonine reste active. 5%. Vous en avez 95%. Moi, je vous dis clairement, et je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, le traitement de la dépression se fera par des aliments, des prébiotiques de type fibre, qui vont faciliter la sécrétion de sérotonine active. Voilà. Alors, ça n'ira pas tout de suite, il faudra un peu de temps. Ça passera probablement par des fibres issues de plantes qui seront malheureusement OGM, parce qu'il faut modifier l'expression de certains acides aminés, mais ce sera thérapeutique. Alors, un exemple, on va rentrer dans le gluten quand même, parce que je parle, mais bon. Mais comme ça, vous avez la photographie. Vous voyez bien votre intestin, les neurones, la flore bactérienne, sa diversité, sa puissance, le fait qu'elle est là avec vous et qu'elle amplifie les process. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec... Parce que, alors, moi, j'en discutais avec Claire. Moi, mes patients, l'histoire du gluten, et puis vous lisez Marie-Claire, à la fin, ça vous gave. Moi, je suis médecin, je ne suis pas Google. Bon, bref, je vous la fais rapide. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand c'est comme ça, je veux dire, il faut faire très simple. Il faut voir comment on fabrique ce que vous mangez.
Alors vous allez voir, vous allez aller voir les minotiers, vous écrivez au syndicat des céréaliers qui au jour d'aujourd'hui, il y a 5 ans, ne m'a jamais répondu, vous allez voir un boulanger, vous discutez avec lui, voilà. Alors vous vous apercevez déjà que dans les années 60, pour des raisons de productivité, alors je voudrais très vite vous dire quelque chose rapidement, comme ça je ne le dirai plus, il n'y a pas de complot. Hein. Les gens qui font ça, ils ne le font pas parce qu'ils veulent, vous comprenez, le complot. Voilà. Non, ils le font parce qu'on a besoin de faire nourrir les Français à un prix de plus en plus bas. Donc il faut augmenter la productivité. On commence par les semences. Donc on choisit des blés qui ont une capacité à avoir un rendement à l'hectare, comme on dit dans le métier, supérieur au blé qui était au blé précédent. Avec plus solide, un meilleur rendement. Et pour ça, il faut qu'il ait des coques protectrices plus forte. Hein. Le gluten, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui protège le blé, en fait. La gliadine et la gluténine, ça protège le blé. Donc plus vous avez de gluten, plus c'est ce qu'on appelle les blés forts, et c'est des blés qui résistent bien, à la fois aux intempéries, mais aussi aux pesticides. D'accord? Donc on peut enlever les mauvaises herbes, avoir un bon rendement à l'hectare, et donc voilà, on fait ça. Ensuite, dans les années 70-80, on ajoute le gluten vital. Alors c'est quoi le gluten vital? Alors ça, c'est un truc qu'on connaît depuis 40 ans dans ce pays, et j'en ai jamais entendu parler. Tout simplement parce que c'est un additif qui permet dans les boulangeries industrielles et même les boulangeries de quartier d'améliorer la plasticité du pâton. Ben c'est simple. C'est quoi le gluten? Le gluten, c'est comme dans le gluten, il y a glu. Hein. Vous verrez pourquoi c'est important après pour la suite. Donc ça permet d'avoir un pâton que vous pouvez réutiliser, surgeler, et ainsi de suite. Donc c'est un additif technique qui permet de faire du pain. Et ensuite, on a supplanté le levain, parce que les gens veulent un goût sucré, parce que le levain a fait un pain un peu acide. Hein, et on a mis des levures industrielles. Ça n'a rien à voir le levain et la levure. Et le levain, il a un avantage, c'est que quand vous mangez du pain au levain, son acidité au niveau de l'estomac permet de couper la gliadine du gluten. Donc un pain, même riche en gluten, avec du levain, aura comme effet au niveau du tube digestif moins d'effet délétère du gluten. Vous voyez, comme quoi on a oublié. Donc si vos arrière-grand-mères revenaient, ou arrière-arrière-grand-mères, parce que vous avez peut-être vos arrière-grand-mères après tout, elles revenaient et qu'on leur donnait du pain, eh ben, elles viendraient me voir en disant « Je suis un peu ballonné, docteur ». Voilà, parce que c'est du pain, ça a la tête de pain, mais c'est plus tout à fait du pain. Voilà, c'est ça le... voilà, donc le gluten, au fond, il y a une réelle sensibilité au gluten. Ça, c'est une étude du NIH aux États-Unis. En gros, 5 à 10% de la population. C'est beaucoup, 5 à 10% de la population. Hein. On ne parle pas de maladie cœliaque. Hein. La maladie cœliaque, c'est une maladie qu'on connaît, qui touche tous ceux qui ont un problème de métabolisme au niveau des entérocytes pour la gliadine. Alors, on a laissé la place, les froments friables sont passés à des froments mi-durs, plus riches en gluten, dans les années 60, pour des raisons de rendement. Hein. Encore une fois, pas de complot, c'était pour faire des bons pains. Maintenant, ils sont majoritaires depuis 88, et en plus, on a des engrais azotés qui augmentent la teneur en gluten. Donc là, première chose, c'est la semence, la culture, le labour, et ça, c'est à peine, à mon avis, ça doit jouer à 10% dans la constitution du pain. Et puis tout change en 69. Qu'est-ce qui se passe en 69? Je vous invite tous à lire l'arrêté gluten du 18 juin 1969. Je suis sûr que vous le connaissez par cœur. Qui permet l'ajout de gluten sous forme de gluten vital et qui est autorisé sans dose limite dans le décret. C'est-à-dire qu'en fait, on dit aux gens, et particulièrement aux boulangers, aux pâtissiers industriels, vous pouvez mettre du gluten vital. Le gluten peut donc être considéré comme un additif dont l'ajout n'est pas précisé. Jusqu'au décret de 2015, où aujourd'hui on est obligé de dire qu'il y a du gluten ajouté. Ce que ne peut pas faire votre boulanger, parce que sur le pain, il n'y a pas d'étiquette. Donc vous voyez qu'on est quand même dans un flou où on a un métier qui évolue, et vous dites à un boulanger, mais il dit, mais attendez, moi ça me permet d'avoir du pain, je peux décongeler, si j'ai beaucoup de pain à truc, je peux le cuire. Lui, il part de bons sentiments, il fait du bon boulot. Hein. Mais vous voyez comment cette dérive a commencé à arriver, et on augmente donc le volume des pains, des pâtisseries, des produits panifiés, ils peuvent être surgelés plus facilement, et il permet bien entendu une meilleure conservation, puisque c'est un élément plastique, hein, c'est un texturant en fait. Hein, voilà. Ça, c'est ce que j'ai tiré du blog, du site de la boulangerie, des artisans. J'ai pris un article où ils mettent
L'aspect qualitatif du gluten vital est encore plus important, d'autant que les procédés d'extraction et de séchage sont susceptibles de le dénaturer. L'analyse de 41 lots de gluten vital, une étude a mis en évidence une telle diversité qu'il y avait autant de qualité que de lots de gluten vital. C'est clair, il faut se montrer prudent quant à l'efficacité de la poudre de gluten vital. Vous pouvez aller sur Internet, hein, c'est écrit. Hein. C'est pas la peine de... Donc moi, je n'ai pas inventé, moi, je ne suis pas dans le complot, moi, je suis dans les faits. Hein, voilà. Donc, il y a un vrai... Si vous voulez tout connaître sur le gluten, il y a tout sur ce site, hein, parce que c'est le site professionnel de la boulangerie. En 2011, j'ai que les chiffres de 2011, je n'ai pas pu avoir les 2015 et les 2016, on a utilisé en France 251 000 tonnes de gluten, une tonne de gluten, dont 41 000 ont dû être importés tellement on s'en sert. D'accord ? Et ça a en moyenne par jour et par Français 11 grammes de gluten, en plus que votre grand-mère, arrière-grand-mère. Si je vous donne 11 grammes d'alcool par jour en plus, vous allez avoir des effets. D'accord ? Donc c'est ça le problème du gluten. C'est tout. C'est pas magique, c'est pas que les gens, il y a de l'immunité, les trucs. C'est que tout simplement, on a utilisé un additif qui est naturel puisqu'il est extrait c'est de la farine. Hein, on a lavé le blé, on tire le gluten parce qu'on le sépare, on le centrifuge et puis on crée du gluten vital et tout le monde achète du gluten vital dans sa boulangerie et je te rajoute du gluten vital. Voilà. Donc, à un moment, tout ça, eh ben, dans une société, vous avez vu les chiffres, c'est intéressant. 69 le décret, 88 les froment, vous mettez 20 ans à chaque fois, quasiment, vous avez deux générations. Et c'est bon. Et maintenant, vous avez des gens qui sont un peu intolérants, qui ne se sentent pas bien. Voilà. Donc tout ça, c'est pas né dans la tête d'illuminés, machin. C'est la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas du même produit. C'est comme quand vous achetez une tomate, aujourd'hui, si elle a été élevée hors sol, excusez-moi, ce n'est pas une tomate. Je ne sais pas si vous avez vu des fermes d'élevage de tomates avec des claies comme ça, du polyester, du polystyrène, le petit truc de tomate, et au-dessus vous avez un pipi, là, un petit jet là, qui envoie 3 gouttes, parce que c'est pas 4 gouttes, c'est 3 gouttes, et voilà. Non, attendez, et la tomate, elle est rouge, et la tomate, c'est pas une tomate, c'est un truc. Voilà, donc on mange des trucs. Donc à force de manger des trucs, alors maintenant vous allez me dire, eh ben à ce moment-là, je mange sans gluten. Alors peut-être l'effet sur la muqueuse, je vous l'ai promis. Donc le mot gluten vient de glu. Le gluten, il colle à la surface des entérocytes et du coup, il n'y a plus le mucus protecteur. Parce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, ce qui fait la barrière entre les entérocytes et les bactéries, c'est le mucus. S'il n'y a plus de mucus, à ce moment-là, les bactéries ont un accès direct à la membrane cytoplasmique de l'entérocyte. Et la souffrance de l'entérocyte, il provoque des fissures dans le mur intercellulaire. Je vais vous montrer ça. Et donc les bactéries et antigènes, ils passent du côté interdit. Voilà comment ça se passe. Hein. Vous avez le gluten qui se met là, qui est indigeste. Hein. À ce moment-là, l'entérocyte souffre, il sécrète une petite hormone qui s'appelle la zonuline, qui va sur des ligands, et à ce moment-là, le gluten peut passer. Pas que le gluten, ça peut être des Escherichia coli, ainsi de suite. Alors bien entendu, on est protégé ici, parce que ça rentre dans les ganglions mésentériques. Donc qu'est-ce qui se passe? Les macrophages arrivent, ils vous bouffent les entérocytes, très bien, vous dites bah, ça y est, ça va. Oui, mais quand un macrophage mange un entérocyte, il sécrète des cytokines inflammatoires, qui sont les cytokines qui peuvent être IL-15, IL-6, et à ce moment-là, ces cytokines sont circulantes et vont enflammer votre organisme. C'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi le régime en graisse, hein, qui va fragiliser la jonction. Pourquoi? Parce que quand on a un régime très gras, le mucus, il est gras. C'est des lipopolysaccharides. Donc, en fait, il va commencer à diluer un peu. Il va y avoir plus de mucus, mais il va être beaucoup moins efficace. Et ça va favoriser aussi... vous n'allez plus manger de steak frites en sortant de là, mais ça favorise, en fait, le passage des germes et des molécules inflammatoires. Hein. Donc, ça, c'est un point très important. Le surpoids et l'obésité appauvrissent le métagénome. Ils appauvrissent vous l'avez vu tout à l'heure quand on a vu les stades d'évolution. Quand on est obèse, on a moins de types d'espèces de germes. Et alors, on a trouvé un truc incroyable, c'est que chez les obèses, ça a été publié on a participé à cette publication en 2010, on a trouvé des archébactéries. Alors, c'est quoi les archébactéries? C'est des bactéries qui ont 3 membranes, elles sont solides, on le trouve dans le sol, dans les océans, elles résistent à tout ce que vous voulez comme explosion nucléaire,
et on ne sait pas pourquoi on les a trouvés chez les obèses. Alors, de là à dire que c'est la cause, il faut se méfier. Hein. En médecine, il faut avoir des preuves. On ne peut pas dire oh ouais, il y a des archéobactéries, donc ils sont gros parce qu'ils ont des archéobactéries. Est-ce que c'est la cause? Est-ce que c'est la conséquence? Est-ce que c'est un facteur aggravant? On n'en sait rien. Mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de travaux actuellement qui permettent de trouver des marqueurs de l'obésité via les germes. Bon, vous voyez, c'est un truc un peu plus indécin. Normalement, la jonction est serrée, rien ne passe. Et puis, quand l'entérocyte est attaqué, à ce moment-là, ça passe entre la jonction entérocitaire. Voilà. Alors, chez l'obèse, on voit bien qu'à ce moment-là, le passage d'Escherichia ou d'autres bactéries qui passent dans le sang, et après, ça passe la barrière, il y a une inflammation avec l'IL-17, et l'IL-17 est très sensible, les adipocytes, les cellules qui stockent le gras sont très sensibles à ces cytokines, et elles-mêmes vont commencer à souffrir et envoyer des cytokines. Vos cellules qui stockent le gras sécrètent plus de 100 hormones, dont la plupart sont des hormones délétères. Donc quand par exemple vous grossissez, si vous avez de la chance, vous pouvez faire encore des adipocytes. C'est pour ça que vous avez des gens qui font 300 kg et qui n'ont pas de diabète, qui stockent. C'est des gens qui peuvent stocker comme ça. Voilà. Puis, mais vous, génétiquement, vous avez un moment, vous ne pouvez plus faire de gras. C'est pour ça que vous avez parfois ces hommes très minces qui ont un petit bidon et qui sont diabétiques. Parce qu'à un moment, ils ne peuvent plus stocker. Et comme ils ne peuvent plus stocker, l'adipocyte se gonfle, il devient anoxique, il commence à être complètement intoxiqué, et il va envoyer des messages pour dire stop. Et les messages pour dire stop, c'est interleukine 6, interleukine 15, c'est TNF-alpha. TNF-alpha, ça va dans les articulations, ça fait l'arthrose, ça fait des trucs, ça fait des hypertensions, ça fait tout ça. Donc vous voyez qu'on est un symbiome. Hein. On ne peut pas dire, et c'est un de nos problèmes, nous médecins, c'est que vous avez les gastro-entérologues, les cardiologues, les machins, les trucs, et qu'en fait la réalité, c'est que tout ça c'est interconnecté, et que les maladies que nous traitons, c'est la conséquence du début, et le début, je vous le présenterai à la fin. Je ne sais pas si vous me suivez, mais... Voilà. Alors, voilà un biofilm. Hein. Voilà. Donc, lorsque des bactéries pullulent, elles forment un biofilm. Et à ce moment-là, vous avez l'apparition de cancer de l'intestin parce que le biofilm est plus attaqué normalement par vos cellules immunitaires. Et donc, à force d'irriter les entérocytes, vous avez des modifications. Alors, les levures. Ah, les levures. Les levures. Pour moi, ce sont les vrais parasites. Je vais même jusqu'à dire que pour connaître l'âge biologique de quelqu'un, il suffit de connaître le nombre de levures qu'il a dans l'intestin. Voilà. Parce que les levures, alors je vous la fais très très rapide celle-là, parce qu'elle est compliquée. Alors accrochez-vous. Nous avons des germes dans notre flore bactérienne qui sécrètent une hormone particulière que je vais appeler Q. Et cette hormone Q, elle a une particularité, c'est qu'elle permet la photocopie de votre ARN. Je vous explique. Vous avez l'ADN dans le noyau, vous avez besoin d'un anticorps, vous avez besoin de fabriquer une protéine, vous prenez un bout d'ADN, ça devient de l'ARN messager qui sort du noyau, qui va dans le ribosome, et le ribosome, il photocopie, c'est une photocopieur. Voilà. Le photocopieur, vous avez tous eu des photocopieurs en entreprise chez vous, il y en a qui sont maintenus, pas d'autres. Ceux qui ne sont pas maintenus, la photocopie, elle commence à être un peu tordue, il y a des points noirs, il y a des machins, voilà. Il y a une molécule Q, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous assure que la photocopie est bonne. C'est pas mal quand même, parce que qu'est-ce que c'est le vieillissement? Le vieillissement, il y a plusieurs causes de vieillissement. Soit vous ne vous divisez plus, mais normalement vous pouvez vous diviser jusqu'à l'âge de Moïse, c'est-à-dire 120 ans. Vous avez les télomères. Les télomères, vous savez, c'est les bouts de chromosomes qui, eux, s'usent un petit peu, et donc quand on copie des chromosomes, il y a des bouts qui manquent, donc il y a la télomérase pour ça. Et puis vous avez, bien sûr, le stress oxydatif, mais enfin on ne va pas faire un congrès de 3 jours là-dessus. Et puis vous avez justement la photocopie de ce dont vous avez besoin. Et cette molécule Q, elle assure la bonne photocopie. C'est pas mal quand même. Eh bien, les germes qui fabriquent Q, ils disparaissent après 35 ans. D'accord? D'où ma petite référence au fait à 20 ans de garder ses fesses et de se les faire réinjecter à 40 ou à 50. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, on peut régénérer. Mais il y a pire. Cette molécule qui vient soit par ces germes, soit par l'alimentation, eh bien, les levures les adorent. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous connaissez la vie d'une grand-mère levure? Qui a fréquenté une grand-mère levure? Personne. Alors voilà comment ça se passe, une levure. Vous savez qu'on appelle ça une mère
les mères de levure. Tout simplement parce que la mère a des filles, qui ont des filles, qui ont des filles. C'est un arbre inversé. Hein. Mais la levure n'a pas d'émonctoire. Elle ne sait pas se débarrasser des toxines. Elle n'a pas de poubelle chez elle. Elle n'a pas de vie d'ordure. Donc elle donne à sa mère. Allô maman, je te vends la poubelle. Et maman, elle appelle maman, je fais la poubelle. Donc la mère de tout, elle a toutes les poubelles. La pauvre femme, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Eh bien, elle utilise Q. Parce que Q, ça lui permet de se débarrasser de la poubelle. Donc les levures sont en compétition avec nous. Donc les levures, elles sont au début, elles sont accueillies, elles sont nécessaires, mais à un moment, elles basculent dans le parasitisme. D'accord? Et les levures sont très friandes en quoi? En sucre. Elles adorent le sucre. D'accord? Donc quand les levures prolifèrent, elles interfèrent avec le microbiote et elles passent de mutualistes à parasites. Voilà. Hein? Donc, d'ailleurs, un petit truc. Hein. Alors, ce n'est pas scientifique du tout ce que je vais vous dire, donc vous ne le notez pas, vous ne dites pas que je vous l'ai dit. Mais quand on parle du paradoxe toulousain, vous savez, on dit les Toulousains, ils mangent bien, ils boivent du pinard, des trucs, puis ils vivent vieux. Paradoxe toulousain. Alors, on se dit, oh, bah alors, ça va être le vin rouge, et hop, pouf. Non. Pour moi, ce n'est pas ça du tout. C'est que les Toulousains, ils mangent de l'ail. Et il y a une chose que les levures n'aiment pas du tout, mais pas du tout, c'est l'antéchrist pour elles, c'est l'ail. Donc la gousse d'ail ne vous protège pas seulement des vampires, mais des levures, qui sont bien pires. Le vampire, on peut passer un bon moment avec lui. Enfin, ça dépend, ses goûts. Mais les levures, jamais. Voilà. Donc, une question. Alors ça, c'est une question, je n'ai pas... Actuellement, je fais ma bibliographie là-dessus. Il y a très peu de travaux. Et si les levures parlaient au cerveau pour nous faire consommer plus de sucre? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Parce que moi, il y a une chose qui me fascine dans mes patientes et mes patients. C'est qu'en fait, ce sont des gens qui ne sont pas des... Ils mangent, c'est vrai, mais dans leur comportement, à moins que ce soit des grands pervers manipulateurs, on sent bien qu'ils sont plus victimes qu'acteurs. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Hein, moi, j'en ai qui se lèvent la nuit pour se faire des tripous. Hein. Donc, tripou la nuit, c'est difficile. Hein. Vous êtes d'accord? Vous verrez. Oui. Moi, je ne pourrais pas. Hein. Mais essayez, vous verrez. Mais donc ces gens-là, vous n'allez pas me dire qu'ils prennent plaisir à se lever à 2 h du matin, se faire un trip, des tripes. Alors, bien sûr, il y a la dimension psychologique. Mais je crois qu'il y a peut-être tout un langage infra-clinique, infra-verbal qui se passe entre notre tube digestif et le tronc cérébral auquel, je vous rappelle, nous n'avons pas accès. Voilà, ça c'est ma grande question. Donc c'était la troisième énigme. C'est quoi la troisième énigme? Vous vous souvenez du criquet? C'est que tout simplement, on a peut-être chez nous des hôtes qui sont en nous, qui au début sont sympas, parce que des levures c'est normal d'en avoir un petit peu, mais qui à un moment prennent le pas parce qu'on a une alimentation très sucrée. Attendez, moi je suis désolé, je le dis officiellement, j'espère qu'il y a 3 caméras, comme ça c'est bien. Manger 55% de glucides par jour, mais qui a dit ça? On me dit dans le PNNS, mais d'où ça sort? Alors, moi je fais comme tout le monde, je vais dans les congrès, je lève la main et je dis, bon, vous pouvez me donner la bibliographie? Parce qu'on est médecin, soit on est médecin, soit on n'est pas médecin. Quand on est médecin et qu'on donne quelque chose aux gens, on est responsable de ce qu'on fait, hein, quand on est un professionnel. Donc il faut quand même qu'on ait quelques preuves. Eh bien, je vais vous dire, il n'y a pas l'ombre d'une preuve. C'est tout simplement la consommation de glucides des Français dans les années 60. Vous vous rendez compte? Pourquoi pas 45, 32, 28, 75? Ben non, 55. Et ça passe tout le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens, ils mangent des sucres. Alors, on ne leur dit pas que, bien entendu, il faut que l'index glycémique soit bas, on ne leur dit pas qu'il ne faut pas trop cuire les pâtes, que ceci, non, on leur dit les sucres. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui encore, 2016, bon, le Wi-Fi ne marche pas, mais on parle encore de sucre lent et de sucre rapide. Vous vous rendez compte? Sucre lent, sucre rapide. Ça ne veut rien dire du tout. Vous prenez un plat de nouilles que vous mangez en restauration collective qui est là depuis 20 minutes au bain-marie, c'est un index glycémique d'un bonbon, d'une fraise tagada. Vous voyez, pourtant on dit que c'est des sucres lents. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, donc l'alimentation trop riche en lipides aussi, déséquilibre la flore. On ne va pas rentrer dans les lipides parce qu'ils en ont tellement pris, les lipides, parce que les gras, ça a été l'opportunité de sauver le sucre. On a tous fait haro sur le gras. Le gras, c'est pas si grave que ça. Franchement, je vous assure, on en a fait des caisses, mais c'est pas si grave que ça. Donc, alors, juste un point avant de finir. Si vous voulez manger sans gluten complet, là, c'est pas sympathique ce que je veux dire, mais moi, j'ai regardé la composition des pains sans gluten et ainsi de suite.
L'index glycémique, il est au plafond. Hein. D'accord? Parce qu'on remplace les céréales par d'autres choses, du pois chiche, de la châtaigne, machin, du riz, de la farine de riz. L'index, il est au top. Donc il vaut mieux aller voir son boulanger et lui dire « Mon grand, combien tu mets de gluten vital dans le pain? Est-ce que tu peux me faire du pain au levain avec un peu moins de gluten vital et vous en mangez ce qu'il faut ?» Voilà. Je crois qu'il faut être raisonnable parce que sinon on va rentrer dans des trucs qui ne sont pas utiles et qui coûtent très cher. Voilà, donc les conséquences de tout ça, c'est qu'à force d'avoir une membrane perméable, eh bien, on a des xénomolécules. Xéno, ça veut dire extérieur, hein. C'est un mot très... qui ont traversé la jonction. Le passage de germes Escherichia coli qui sont détruites, mais qui augmentent l'inflammation locale. Il y a des gens comme Thierry Burcelin, par exemple, qui a montré, on voit très bien en animation, chez des rats qui ont été nourris à un régime hyper gras, on voit l'Escherichia coli qui a été marqué au tritium, qui passe la jonction des entérocytes, qui arrive dans le ganglion, qui bien entendu, le macrophage arrive, elle explose, et on voit les cytokines. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'en fait on commence un système inflammatoire et des sécrétions de protéines inflammatoires. Bon, je vais peut-être accélérer parce que je voudrais parler de l'inflammation. Donc, il y a des rapports, on sait aujourd'hui que le rapport Firmicute-Bacteroidetes est un rapport qui augmente. Quand le rapport augmente, le risque de diabète augmente. Si on a trop de Firmicute, à ce moment-là, on dégage de l'inflammation avec des lipopolysaccharides qui enflamment le grêle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des exemples comme ça, j'en ai 20. Alors, les cofacteurs d'inflammation, vous avez vu que le cerveau parle par le sang, via les nerfs, avec le tube digestif, mais aussi avec les germes en direct. Et il y a bien d'autres signaux afférents qui vont jusqu'à l'hypothalamus. Je vous rappelle que l'hypothalamus, vous n'y avez pas accès. Hein. Votre compteur de calories, vous n'y avez pas accès. Vous savez, il y a plusieurs noyaux. Il y a la faim, la soif, la reproduction, le sexe, la peur, la colère. Tout ça qu'on partage avec tous les animaux, vous n'y avez pas accès. Vous n'y avez accès que par le plaisir, mais on ne va pas rentrer tout de suite dans le détail. Voilà, moi c'est un peu mon interprétation de l'inflammation, parce que mon dada c'est l'inflammation de bas grade. En fait, je pense que notre médecine, il faut qu'elle évolue et il faut qu'on chasse l'inflammation de bas grade. L'inflammation de bas grade, c'est une petite inflammation de tous les jours qui prépare les grandes maladies de demain. Hein, parce que les gens ils vont pas bien. Mais alors un coup, il y en a un qui vient, il me dit « Oh, j'ai mal aux articulations, je ne me sens pas bien ». L'autre, il a une fatigue, il se lève le matin, il est déjà fatigué. L'autre patient vient avec des ballonnements, l'autre patient il vient avec diarrhée, l'autre patient il vient avec mal à la tête. Et en fait, tout ça, quand vous interrogez bien, en dehors de facteurs psychologiques et de stress moraux qui peuvent avoir une importance fondamentale, donc ça c'est un interrogatoire, si vous êtes en confiance avec le patient, il vous le dira. Mais après, il faut aller voir s'il n'y a pas une inflammation de bas grade. Alors, on peut mesurer la CRP, par exemple, mais ce n'est pas très, très fiable, la CRP. Vous savez, c'est la protéine C-réactive, qui est un marqueur d'inflammation beaucoup plus efficace que l'AVS. Vous avez aussi, moi je rêverais qu'on ait des kits de mesure de l'IL6, des interleukines et des TNF-alpha. Et en fait, je me suis dit, après tout, comment représenter l'homme? Eh bien, moi je l'ai représenté un peu, c'est ma façon, hein, à la fois, vous avez un cerveau qui vit sa vie. Le cerveau humain, il est dédié à un truc, le plaisir. Il y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le plaisir. Voilà, c'est son truc. Quand il n'y a pas de plaisir, ça ne lui va pas. D'accord? Vous avez, et le plaisir, que ce soit gustatif avec les capteurs qui vont directement au niveau du noyau accumbens, qui est le centre de récompense. Après, vous avez le corps lui-même, toute cette machinerie. Hein, quand vous mangez beaucoup de sucre, tout ça c'est fait pour faire du sucre, du glucose. Hein. Donc quand vous mangez du sucre en direct, c'est comme si vous court-circuitiez toute cette usine. Hein. Vous avez une usine de boulons, vous faites des boulons, et puis vous avez 200 ouvriers qui font des boulons, et puis vous importez des boulons de Chine. D'accord? Ben, les mecs, ils ne font plus de boulons. Voilà. Donc c'est ça le fait de consommer directement, parce que je vous rappelle que nous sommes les enfants des survivants qui ont survécu à des famines. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, il y avait une famine tous les 15 ans et une peste tous les 10. Donc vous êtes ici, vous êtes des surhommes et des surfemmes. Hein, vous êtes des vrais costauds, parce que vous êtes venus d'une époque où on ne résistait pas. Donc vous avez génétiquement une capacité à stocker supérieure à la moyenne, parce que ceux qui ne peuvent pas stocker, ils n'ont pas eu d'enfants, hein, donc ils sont morts. Vous pouvez stocker et vous êtes très solide. Et donc, il faut absolument que vous utilisiez votre mécanique. La mécanique, c'est les muscles. Les muscles, hein, ce n'est pas juste de la fibre myalgique. Hein. Le muscle, il fabrique des hormones. Ces hormones vont au cerveau. C'est pour ça qu'on se sent bien après le sport, vous avez peut-être remarqué. Elles envoient aussi des hormones aux adipocytes. Hein.
Figurez-vous que les adipocytes envoient aussi des hormones aux muscles. Quand vous faites un effort physique, vous libérez de l'adiponectine sécrétée par les adipocytes pour que les muscles brûlent plus de graisse. C'est un système qui est complexe. D'ailleurs, c'est pour ça que les pharmaceutiques actuellement développent des adiponectines. En disant, voilà, on prend une adiponectine, donc les muscles vont brûler les graisses plus facilement, et ainsi de suite. Et vous avez donc ce deuxième monde, qui est le monde métabolique avec les muscles et les adipocytes, et puis vous avez le troisième monde, qui est la flore bactérienne. Et ça, ces trois mondes-là, eh bien, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas inflammatoires. D'accord ? Alors, pour qu'ils ne soient pas inflammatoires, eh bien, il ne faut pas que le cerveau fasse d'interleukine, donc il ne faut pas qu'il soit enflammé. Les organes et les muscles, il faut les faire fonctionner pour pas eux aussi qu'ils sécrètent de l'IL-6 et du TNF-alpha via le système entérique. Et au niveau de la flore, il ne faut pas qu'elle fasse de LPS. Et moi, ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est que ces trois mondes ne doivent pas être enflammés. Quand les trois sont enflammés, vous avez de forts risques à un moment d'attraper quelque chose. Et je ne peux pas vous dire quoi. C'est vraiment la loterie. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Parce que derrière se surajoutent les phénomènes d'épigénétique, des phénomènes hormonaux. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est l'inflammation de bas grade ? Ben, c'est une petite inflammation. Imaginez-vous, vous êtes dans un fort militaire au milieu du désert. Voilà, seul au monde, avec votre compagnie. Et puis, on vous dit, vous allez monter la garde. Alors vous allez monter la garde. Puis le premier jour, il y a un individu qui passe, et vous dites, qui va là ? Première sommation, deuxième sommation, vous avez tous fait l'armée, donc vous savez comment on fait. Et après. Puis le deuxième jour, il repasse, le gars. Puis le troisième jour, il repasse. Puis après, le jour d'inspection, on dit, oh ouais, mais je le connais, lui, il vient souvent. C'est ça, l'inflammation de bas grade. C'est qu'un jour, ce qui va se passer, c'est que ce type-là, c'est plus le même type qui va arriver, et c'était la résolution de la première énigme. C'est qu'en fait, l'homme, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un tuner avec un gros bouton. Avant la station, c'est pas la station. Après la station, c'est plus la station. Il faut que vous trouviez votre tuning, votre fine-tuning. Pour ça, il faut être capable de vous écouter, il faut être capable de comprendre. De plus, moi, les mamans, par exemple, les jeunes mamans, je leur dis arrêtez de demander, pour faire plaisir à maman, de finir le plat. Le gosse, il a plus faim, puis c'est tout. On n'a jamais vu un gosse se laisser mourir de faim. Donc, le problème, c'est qu'après, comme il a du pouvoir d'achat, parce que les enfants, ils ont le pouvoir d'achat maintenant. Donc il peut, quand il a faim, à 4 heures, parce qu'un gosse, à 4 heures, il a très faim, s'il a de l'argent, il achète un truc, et ce n'est pas obligatoirement ce que vous avez envie qu'il mange. Donc ça, c'est autre chose. Hein. Donc la baisse de couverture radar immunitaire permet l'éclosion de cancers et ou de virus lents. On a tous des virus lents en nous. Hein. Tous. Vous avez tous eu des maladies d'enfance. Vous avez des germes, des virus, des machins, des trucs qui sont là. Bon. D'habitude, quand ils se réveillent un peu, vous avez les macrophages qui tapent dessus et restent là, toi. Voilà. Puis un jour, on n'est pas bien, on a laissé l'inflammation s'installer, les macrophages sont un peu partout. Le virus lent qui n'est pas méchant le virus lent, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des mutations dans certaines cellules chez son hôte, et puis à un moment, il y a des systèmes de promotion et on peut aboutir à un cancer. C'est comme ça que ça marche. Hein. Il n'y a pas une raison, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que c'est que le zona, par exemple ? Pourquoi on a du zona quand on est âgé ? Hein ? C'est un virus qui était là quand on avait 8 ans. Hein. Puis à un moment, il se réveille parce que l'immunité change et qu'à force par ce changement d'immunité, eh ben, on réveille cette maladie. Cette inflammation joue aussi un rôle dans le vieillissement de la flore. Et il y a une déconnexion entre l'âge réel et l'âge du microbiote qui entraîne l'apparition de maladies dégénératives. Il faut qu'on soit aligné avec notre microbiote. Moi, je dis souvent, je le dis sans rire, il faut aimer sa flore. Vous pouvez même lui parler à votre flore. Ne dites pas que je suis fou, hein, s'il vous plaît. Mais parler à votre flore, ça veut dire faire en sorte que quand vous mangez, vous intériorisez bien le fait de manger et de savoir que quand vous mangez, vous allez aussi nourrir des milliards de bactéries. Il faut être conscient de ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas, moi je dis souvent à mes patients, ne mangez pas devant la télévision. D'abord pour une raison, c'est que vous savez qu'on est des survivants, donc pour ne pas se faire manger par les bêtes, la vision est prioritaire. Vous avez déjà vu une biche manger ? Quand elle mange, elle lève la tête, elle baisse la tête, parce que la vision est toujours prioritaire par rapport aux sensations. Et quand vous apprendrez que le centre de l'attention et le centre du rassasiement sont très proches, et l'attention est toujours prioritaire, vous restez en vie. Donc quand on mange dans la télé, ça a été publié il y a maintenant 15 ans, on mange entre 12 et 15% de calories en plus. D'accord ? Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant, cette flore, eh bien, c'est un marqueur fiable de l'état de santé. On va pouvoir savoir avant ce qui se passe. Alors, je reparle de la muqueuse buccale, c'est une muqueuse extrêmement importante. Le soin des dents
c'est très très important, parce que ça n'est pas parce que ma femme est dentiste, et je la salue, mais c'est parce qu'une bonne dentition, d'abord ça permet de bien mâcher, et bien mâcher ça veut dire bien prédigérer, et ça permet aussi de ne pas avoir des germes, parce que ça peut être n'importe quoi les germes, n'importe quoi. On a par exemple trouvé dernièrement que dans le cadre de cancer du pancréas, il y a un germe dans les gencives qui apparaît pour les gens qui vont ou qui ont un cancer du pancréas. Alors ne me dites pas, ce n'est pas le germe qui est responsable, peut-être qu'il y a des facteurs hormonaux, des facteurs locaux qui font qu'on a ce germe. Donc la flore, elle devient vraiment un marqueur extrêmement intéressant, j'ai fini. C'est un organe de détection et de prévention qui est extrêmement important. Bon, on a même des publications en 2015 qui montrent que certaines Escherichia coli peuvent être responsables de la mort subite de l'enfant. Hein, vous voyez, donc ça va beaucoup plus loin que tout ça. Enfin, il y a un monde extraordinaire à explorer que je vous invite à explorer d'ailleurs parce que ce n'est pas très compliqué. Hein, faut pas, y a de très bons bouquins, l'accès à l'information est bonne. Ce qu'il faut, c'est éviter le charlatanisme. Hein. Par exemple, je vous ai dit l'archébactérie, il y a un type qui va sauter, qui va vous faire un livre en disant l'archébactérie, c'est l'obésité. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça peut être la cause, la conséquence, le cofacteur, et ainsi de suite. Hein, il faut prendre du recul par rapport à ça, parce que très vite, on tombe dans la magie. Hein. Donc c'est un marqueur diagnostique. Par exemple, on sait que la gravité des troubles moteurs de la maladie de Parkinson, elle est directement corrélée à certaines entérobactéries. Donc on peut prévoir l'évolution d'une maladie. Et je pense qu'il y a une nouvelle spécialité, j'avais terminé l'année dernière là-dessus, je pense que moi j'adorerais être inflammothérapeute ou inflammologue. Parce que, en fait, c'est quoi? Aujourd'hui, un enfant qui naît aujourd'hui, il a une espérance de vie d'1 siècle. Donc ce qu'on veut, c'est qu'à 60 ans, il n'ait pas un filet de bave. Hein. On veut qu'à 60 ans, il soit fort, qu'il ait toute sa tête, regardez, il y a des peuples, vous regardez les gens qui vivent à Okinawa, on les montre tous en exemple, c'est sûr, ils ont une vie apaisée, ils ne sont pas dans des gratte-ciel, ils n'ont pas machin, ils mangent du poisson, ils mangent du truc. Mais enfin, à 110 ans, ils jouent au mahjong. Hein. C'est bien 110 ans au mahjong. Hein. C'est pas, et un des points importants qui peut vous stimuler, ce qui est important, c'est aujourd'hui, ce que vous allez faire aujourd'hui et demain, c'est ce qui vous permettra de voir vos arrière-petits-enfants. Vos arrière-petits-enfants, si vous les connaissez, ce sera une chance pour eux. Parce qu'aujourd'hui, la filiation, on est dans un monde qui devient mondialisé. Bon, allez, je ne vais pas faire les trucs banals absolus, mais ça veut dire qu'au fond, là d'où je viens conditionne là où je vais. Et donc, avoir ces arrière-grands-parents, c'est une richesse incroyable. Donc, votre objectif aussi, en faisant attention à ce que vous mangez, en ayant une hygiène de vie, en faisant de l'exercice, c'est pas de devenir des ayatollahs de la rigueur et de l'orthorexie, parce que ça n'empêche pas de se faire plaisir et de s'éclater quand on fait un bon repas, c'est d'essayer de comprendre qu'on a un capital et qu'on a un amplificateur de capital. Si vous arrivez à accorder votre capital santé et le capital santé de votre flore, à ce moment-là, vous allez avoir vraiment un avantage pour une belle vie longue. Alors, je vous ai mis les clés d'un bon régime alimentaire pour respecter son microbiote, parce que tout ça, c'est des mots, mais à la fin, on fait comment? Donc d'abord, il faut toujours favoriser le plaisir. Parce que vous avez un organe qui est entre le tronc cérébral et le cortex, s'appelle l'aire tegmentale ventrale, dont le représentant est le noyau accumbens, qui est le centre de la récompense. Et c'est lui qui fait tout. C'est même là où il y a l'effet placebo, hein, faut savoir. Donc, ensuite, il faut diversifier son alimentation, éviter les aliments industriels, non pas parce qu'il y a de complot, hein, mais parce que quand on est un industriel, on a un problème, c'est transport, conservation, productivité. Voilà. C'est normal, on a des actionnaires, c'est fait pour gagner de l'argent, donc il faut en gagner un petit peu. Voilà. Consommer des produits bio proches de lieux de production. Alors, pourquoi je vous dis ça? Vous avez des très bonnes études sur les mycotoxines, vous êtes au courant? C'est-à-dire que quand on mange du bio, il faut être près de la production. Parce que quand on stocke les produits bio, à ce moment-là, particulièrement sur les fruits à coque et les céréales, s'ils sont mal ensilés, c'est le fait de mettre en silo, vous pouvez avoir développement micellaire et les micelles sécrètent des mycotoxines dont les représentants c'est l'aflatoxine, l'ochratoxine B et ils sont hautement cancérigènes. Donc il faut faire attention parce que ça résiste à la cuisson. Donc il faut savoir ce que vous mangez. Plus vous êtes proche du producteur, mieux c'est. Hein, voilà. Donc moi je ne mange pas tout bio. Hein. Il y a des trucs, je préfère un peu de pesticides, un peu de fongicides que le bio. Voilà. Ça je suis sûr de mon coup. Et si vous voulez, vous avez l'Agropole d'Amiens qui a publié là-dessus. Et c'est très complet. Sur le site de l'INRA, vous avez tout. C'est pas la peine de vous casser la tête. Ils sont bien plus compétents que moi pour ça. Il faut toujours avoir
un apport calorique suffisant pour garder une activité physique. Faites ce que vous voulez, mais bougez un peu, quoi. On sait aujourd'hui c'est 3 fois 50 minutes par semaine d'exercice, pas de sport. On sait aussi que le meilleur, c'est le fractionné, 1 minute à fond, 9 minutes de récupération. Donc ça, on le sait, c'est publié, il faut le faire. Alors, il faut faire ça dans les heures de travail, comme vous voulez, mais faites-le. C'est ça qui va faire en sorte que, vous savez que 60% de votre masse, c'est des muscles. Donc si vous laissez passer, et moi je vais vous faire une confidence, je ne supporte pas le Corbusier. Pourquoi? Parce que le Corbusier, alors c'était peut-être un génie de l'architecture, mais la ville Corbusier, c'est une ville où on ne peut pas bouger. Et on ne peut pas continuer à concentrer des êtres comme ça, de façon verticale, avec des parkings et des voitures. 60% des muscles, vous en faites quoi de vos muscles? S'ils ne bougent pas, vous n'êtes pas en bonne santé. C'est aussi simple que ça. Il faut bouger. Bouger par tous les moyens. Et marcher, ça ne suffit pas, je vous le dis, parce que mes patientes me disent souvent « Ah mais docteur, je marche ». Non, non, marcher, on est optimisé pour marcher. D'accord? À moins de faire de la nordique pendant 3 quarts d'heure. Il faut des bâtons, il faut tout ça. Consommer des fibres à chaque repas. Pourquoi? Parce que les fibres, c'est les prébiotiques. C'est-à-dire ce qui nourrit les germes. Et vous avez par exemple des fibres qui vont favoriser les grammes plus au détriment des grammes moins. Les grammes moins sont plus inflammatoires. Donc voilà. Il faut des sucres à index glycémique bas pour préserver le métabolisme de l'insuline et augmenter la satiété. Éviter l'utilisation des antibiotiques. Respecter l'alimentation, l'équilibre entre acides et bases, surtout chez les femmes après 45 ans pour éviter l'ostéoporose. Parce que quand on a une alimentation trop acide, à ce moment-là, l'organisme va les tamponner. Il n'y a que 3 tampons. Il y a calcium, magnésium et potassium. Potassium, magnésium, on essaye de l'épargner parce que c'est la conduction cardiaque, musculaire cardiaque. Donc souvent, c'est le magnésium. C'est pour ça que souvent, il y a une petite dépression. Et puis, parce que le magnésium, c'est ce qui vous permet de bien dormir et de ne pas être trop déprimé. Et puis, il y a le calcium. Et quelle est la plus grande réserve de calcium? L'os. Voilà, donc on pompe. Et puis, enfin, toujours la balance oméga-3, oméga-6. Je vous rappelle que la bonne balance, c'est 1 oméga-3 pour 5 oméga-6. Qu'en France, on est à 1 oméga-3 pour 18 oméga-6. Et qu'aux États-Unis, on est à 1 oméga-3 pour 45 oméga-6. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nos vaches ne sont plus au pré. Le pré, c'est les oméga-3, c'est l'herbe. Donc finalement, je ne dis pas de lait, je prends du lait de brebis. Et que les oméga-6, elles viennent du tourteau de maïs, soja, tournesol. Quand vous avez des vaches à stabulation, elles sont nourries comme ça. Donc la viande, le lait et les œufs des poulets, c'est pareil. Donc c'est riche en oméga-6. L'oméga-6, c'est très inflammatoire. C'est un acide gras très inflammatoire. On pense même que c'est ce qui explique pourquoi les enfants américains, quand ils naissent avec beaucoup plus de préadipocytes, parce que le préadipocyte, la différenciation cellules souches en préadipocytes est sous le contrôle des oméga-6. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des trucs là-dessus. Voilà. Et puis, si vous aimez votre flore, j'ai écrit un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle « Le plaisir du sucre au risque du prédiabète » où je développe mes théories là-dessus, chez Odile Jacob. Et puis, je viens de publier chez Flammarion, je fais un peu de pub quand même, la méthode anti-diabète, parce que moi, je rêverais comme diabétologue d'arrêter de voir des gens devenir diabétiques. Parce qu'au stade de prédiabète, je vous le rappelle, si vous perdez 5% de votre poids, si vous faites 3 fois 50 minutes... Alors le prédiabète, je vous explique. La glycémie à jeun normal, le taux de sucre normal dans le sang, c'est de 0,7 à 1,05 g par litre. À 1,26, au-dessus de 1,26 g par litre, vous êtes diabétique de type 2, non réversible. Et entre 1,06 et 1,25, vous êtes prédiabétique. Ça peut durer 5, 10, 15 ans. Voilà. Si vous perdez 5% de votre poids, ce qui n'est pas très compliqué, si vous réduisez et si vous faites 3 fois 50 minutes d'exercice, vous diminuez vos risques de diabète de type 2, de passage au diabète de type 2 de 57 à 63%. Voilà. Donc ça vaut le coup quand même. Voilà. Donc vous avez cet excellent livre qui vous attend. Je vous remercie.